on en sait un peu plus sur le service lambda. C'est génial. Mais le problème avec le service lambda, c'est que c'est un super service. Et du coup, parfois, il a tendance à faire de l'ombre aux nombreux autres services AWS. Pour info, il y en a plus que 200 aujourd'hui. À titre personnel, je m'intéresse un petit peu au functionless, qui est le serverless sans fonction, donc sans lambda. Et donc, j'avais hâte d'entendre le prochain talk qui va nous parler, qui va nous montrer quand est-ce qu'on doit choisir ou pas le service lambda au profit d'un autre service AWS. Et pour ça, on accueille un solution architect d'AWS qui est particulièrement actif dans la communauté serverless, puisqu'il organise aussi le Meetup Serverless de Genève. Merci d'accueillir Jérôme. Merci. Ok, bonjour à tous. J'espère que personne ne s'est endormi. Je pense que c'est compliqué de s'endormir avec une présentation de Julian. Et merci Julian pour l'introduction sur Lambda. Comme ça va pouvoir me permettre de passer plus vite sur certains slides. Alors, aujourd'hui, effectivement, comme on a eu une très bonne introduction, merci, je vais vous faire travailler, en fait. Je vais vous demander quand est-ce qu'on doit utiliser une Lambda ou quand est-ce qu'on ne doit pas utiliser une Lambda fonction. Est-ce que ça marche? Ça marche. On va faire un petit quiz, on va voir ça juste après. Déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Jérôme Norlinden, je ne suis pas développeur advocate, je ne suis pas serverless hero, je ne suis pas tout un tas de choses qui permettent à des gens de venir ici. Donc, je suis un simple solution architect, mais je suis chez AWS à Genève depuis presque 5 ans. Et c'est un peu le serverless qui m'a permis de rentrer chez AWS, donc merci. Puis tout un tas d'autres infos, mais voilà, avec mes petits-enfants. Donc, Lambda. Lambda, c'est ce que je disais, je pense que je ne vais pas y passer trop de temps. Vous avez vu pas mal d'informations avec Julian. Donc je vais passer ça très vite. Ça, vous connaissez probablement si vous faites de l'AWS. Je vais juste m'arrêter sur ce slide quelques instants. Effectivement, comme on le disait, avec Lambda, on peut faire énormément de choses. Énormément de choses. Donc on peut faire du synchrone avec une API, du REST, avec du GraphQL. On peut faire de l'orchestration. On a parlé un peu de step function ce matin. On peut faire de la rémédiation avec AWS Config. On peut faire de la rémédiation quand on a des ressources qui ne sont pas bien configurées, ce genre de choses. On peut faire de l'event-driven architecture. Je ne vais pas revenir là-dessus. On en a parlé en long, en large et en travers, mais avec EventBridge, SNS, SQS et d'autres. Du file processing, du stream processing, j'en passe et des meilleurs. Effectivement, Lambda, c'est un peu le couteau suisse aujourd'hui sur le cloud. Quand on ne sait pas comment faire, on se dit, bon, je vais mettre une petite Lambda au milieu et puis ça fera le job. Et donc, j'en arrive à la question, mais est-ce qu'on a vraiment toujours besoin de Lambda? Effectivement, dans certains cas, on a des mécanismes d'intégration native, on va en parler, qui permettent de se passer d'une fonction. Pourquoi on voudrait s'en passer? Parce que c'est tellement bien Lambda. On voudrait s'en passer pour différentes raisons. La première, c'est les performances, réduire la latence. Si on ajoute un service au milieu, on a parlé un peu des call start, et ne serait-ce que même sans call start, appeler le service Lambda nécessite quelques temps d'exécution. On va parler de résilience également. Si vous introduisez du code, alors on parlait beaucoup de code ce matin, mais dès que vous introduisez du code, qui dit code dit potentiel bug, dit maintenance, ce genre de choses. Et puis en termes de coût également, quand vous avez des lambda qui sont exécutés, à un certain niveau, vous allez aussi payer ces exécutions. Donc, se pose la question de savoir effectivement si oui ou non c'est pertinent d'utiliser une lambda dans certains cas. Et donc on va faire un petit jeu, un petit quiz. Je vais vous inviter à scanner sur le QR code, à aller sur ce site qui va vous permettre de vous enregistrer. Et on va voir différents use cases au travers de cette présentation. Différents use cases et je vous poserai la question de savoir si oui ou non une lambda fonction est pertinente et si non, comment on peut la remplacer avantageusement. Donc, je vous laisse quelques secondes. Sinon, le code, c'est GQ2NR. GQ2NR. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Allez, on va jusqu'à 80. 72. 72, bon, on s'arrête là. On avance.
Alors, premier use case. Premier use case, on va parler d'une API qui est hautement critique. Dans quel sens elle est critique? Donc on a ce schéma d'architecture. Le besoin dans cette architecture, c'est de traiter des ordres ou de traiter des informations qui sont critiques et qu'on ne veut pas perdre. Donc là, en l'occurrence, on a un utilisateur qui va faire un appel sur une API REST, qui va envoyer un ordre, passer un ordre en bourse par exemple. C'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Donc l'idée, c'est vraiment de le mettre dans la queue SQS le plus vite possible, et ensuite d'avoir un back-end qui va processer les messages qui sont dans la queue, et donc ces fameux ordres. Mais le point critique, c'est vraiment, on veut perdre aucun ordre. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on a besoin de Lambda? Donc on a 64 joueurs, je vais démarrer le quiz. Vous êtes tous là? 72? On a eu 72 tout à l'heure, 73. Tout le monde est inscrit? Allez, 75, c'est parti. Donc première question, c'est celle-là. On a notre API Gateway, on a SQS, on a un back-end. Est-ce qu'on a besoin d'une fonction lambda au milieu? C'est un exemple facile pour vous chauffer. On aura des choses un peu plus compliquées à la suite. No. No, pas mal. OK. Donc on a un bon pourcentage de non. Donc effectivement, on n'a pas besoin de lambda fonction dans ce cas-là. Explication. On a une intégration directe avec, entre API Gateway, les API REST ou même les API HTTP, entre API Gateway et SQS. C'est-à-dire que depuis API Gateway, on peut directement envoyer le message dans SQS sans passer par du compute. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de stocker le message aussitôt que possible. Donc on veut le stocker dans la queue, on le fait sans utiliser de lambda au milieu. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure en introduction, avoir une lambda au milieu et processer le message introduirait un risque et des problèmes de résilience. On pourrait potentiellement perdre des ordres. Et donc on a le storage first pattern dont on en parlait ce matin avec Luc, je crois, qui permet de stocker directement le message dans la queue SQS avant de faire quelconque process sur les données, sur le message. Donc ça, c'était un petit exemple facile pour commencer. Ah oui, alors en termes d'implémentation, donc pour chaque use case, je vous donne des éléments d'implémentation. Donc vous retrouverez dans les slides, je les fournirai à la fin. Vous aurez un QR code pour récupérer. En termes d'implémentation, donc selon que vous utilisez les API REST ou les API HTTP, il y a deux modes dans API Gateway. Vous avez différentes façons. Donc soit avec HTTP API, vous avez une intégration assez rapide. Si vous faites du REST, il va falloir utiliser ce qu'on appelle les mapping templates et un template velocity, qui est un peu plus compliqué. Bon, en l'occurrence là, quand on veut juste mettre un message dans une queue SQS, ça demande une ligne. Mais voilà, si vous avez plus de code à mettre, il faut peut-être regarder plutôt côté lambda. Si c'est juste vraiment stocker le message dans la queue, le VTL s'y prête bien. Donc ça, c'est notre premier exemple. Et ce que je disais, donc vous avez un construct CDK pour ceux qui font du CDK. J'ai pas d'exemple de infra from code, malheureusement, mais peut-être que ça le fait nativement. Il faudrait demander à Emra si c'est le cas. On va passer au deuxième exemple. Donc, on va parler de queue et de workflow. Donc, deuxième exemple, on va dire que c'est la suite de notre précédent exemple. On a notre SQS queue qui va recevoir des messages, qui va invoquer un backend. Et en l'occurrence, ce backend, c'est une step function. Donc, on a un workflow avec différentes étapes qui vont traiter ce message, qui vont traiter, en l'occurrence, là, un ordre. La question qui se pose, c'est est-ce que, à ce moment-là, entre SQS queue et step function, on a besoin d'une lambda fonction? Donc, je vous laisse répondre à cette question. Non. Ah, c'est intéressant, il y a pas mal de bonnes réponses. Alors celui-là est un peu plus tricky.
parce que c'est plus récent, c'est beaucoup plus récent. Donc c'est avec Amazon Event Bridge Pipe qui a été annoncé à reInvent de l'année dernière. Donc Event Bridge Pipe permet de créer une communication point à point entre une source et une target. Donc c'est différent de Event Bridge sur lequel vous avez votre bus et vous envoyez des messages. Là c'est une intégration entre une source et une target. Je vais donner quelques détails juste après. Vous n'avez pas besoin de code. Donc vous configurez Event Bridge Pipe, la source, la destination. Et le point important et que je vais répéter pas mal de fois dans cette présentation, c'est d'utiliser Lambda pour transformer la donnée et pas pour la transporter. Là, en l'occurrence, on veut juste transporter le message qui vient de SQS vers Step Function. Donc il n'y a pas de modification de la donnée, c'est vraiment juste envoyer le message. Donc on n'utilise pas de compute, on n'a pas besoin réellement de compute à ce moment-là. Donc pas mal de bonnes réponses, c'est bien. En termes d'implémentation, donc ça c'est une photo, un screenshot de l'interface. Alors ceux qui sont loin, vous aurez peut-être un peu de mal à voir. Mais vous définissez votre source. Donc en termes de source, il y a effectivement SQS, mais vous avez Kinesis, DynamoDB Stream. Ça c'est quand même pas mal. DynamoDB Stream qui va vous permettre du coup d'envoyer des informations depuis DynamoDB de modification de données vers un service tiers. MQ, Kafka, MSK. Et puis en termes de destination, vous voyez, il y en a pas mal également qui sont disponibles, et notamment Step Function. Deux choses qui sont intéressantes dans Event Bridge Pipe, c'est le filtering et l'enrichissement qui sont disponibles au milieu. Donc un peu comme Event Bridge et le bus, vous pouvez filtrer les messages que vous voulez envoyer à différentes targets. Là c'est pareil, on a ce mécanisme de filtre. Et on a un mécanisme d'enrichissement ici, où pour le coup, si vous avez besoin d'enrichir vos données avec des données qui proviendraient d'ailleurs, vous pouvez avoir une lambda à ce moment-là qui, elle, va récupérer des données ici ou là et puis enrichir le message à transmettre à la destination. Troisième use case, on va parler de CQRS. Alors c'est un pattern qui est pas mal connu, CQRS pour Command Query Responsibility Segregation Pattern. Désolé, celui-là je suis obligé de le faire en anglais. Donc en gros, on utilise ce pattern quand on a différents patterns d'accès aux données. Typiquement, on veut écrire très rapidement des données dans un cas, et puis on veut les lire de manière plus structurée de l'autre. Donc c'est l'exemple qu'on a là à l'écran. On pourrait avoir le contraire, écrire plutôt doucement et puis lire très fort. Donc là, en l'occurrence, on veut écrire, on a du write intensive, donc on va utiliser DynamoDB pour faire du write intensive qui permet de scaler massivement. On a Aurora pour la partie plus structurée et la partie SQL, on va dire. L'idée de ce pattern, c'est vraiment de découpler les deux sources de données et puis d'utiliser la meilleure solution pour le besoin. Donc là, en l'occurrence, voilà, quelque chose qui scale beaucoup pour l'écriture, quelque chose qui est plus, on va dire, sur lequel on a plus d'habitude pour faire nos requêtes SQL, ce genre de choses, qui est un peu plus structuré. Et donc la question qui va se poser, c'est, donc à partir de DynamoDB, on va forcément être obligé d'envoyer nos données dans Aurora. La question c'est, en utilisant un DynamoDB Stream, j'en ai parlé un peu avant, est-ce qu'on a besoin d'une lambda au milieu pour écrire dans notre base de données Aurora? Donc je vous laisse quelques instants pour répondre. J'ai oublié de mentionner, mais ceux qui répondent plus vite auront plus de points. Bon, il n'y a rien de spécial à gagner, mais... Ah, c'est un peu plus mitigé. C'est un peu plus partagé. Donc il y avait un petit piège, parce qu'effectivement, j'ai mentionné DynamoDB Stream juste avant, mais il y a quand même une majorité de yes. Donc oui, effectivement, on a besoin d'une lambda fonction à ce niveau-là. Donc DynamoDB Stream, j'en ai parlé. DynamoDB Stream peut aujourd'hui streamer dans Lambda ou dans Kinesis Stream. Par contre, Event Bridge Pipe, dont on a parlé juste avant, ne permet pas d'écrire dans Aurora. Voilà, on va l'envoyer à d'autres services de messaging ou d'autres services serverless. Mais pour écrire dans Aurora, on a besoin de compute. Et donc, on a besoin d'une lambda pour
voilà, transformer la data qui vient de DynamoDB en quelque chose de plus structuré qu'on va stocker dans notre base de données relationnelle. Donc on va avoir besoin d'une lambda fonction et l'intérêt aussi d'avoir lambda ici, c'est de ce que Julian parlait tout à l'heure avec la réserve concurrency, de pouvoir limiter le nombre de fonctions qui vont s'exécuter, le nombre de fonctions qui vont ouvrir des connexions sur la base de données Aurora. Et on va utiliser aussi le RDS proxy dont Julian parlait juste avant pour voilà, avoir un pool de connexions à la base de données qui permet de ne pas la surcharger, de ne pas la faire tomber. Donc là, on a besoin d'une fonction. En termes d'implémentation, vous retrouverez des liens, des constructs CDK qui vous permettent d'implémenter assez rapidement ces patterns. Alors, un petit récap. Donc, on avait, je ne sais pas qui c'est, Yacine, Robin, Scholl et Guillaume. Et le prochain récap sera à la fin, on verra qui gagnera. Bon, on va passer au quatrième pattern, donc qui est pattern de chorégraphie. On en a un peu parlé aujourd'hui. Alors, chorégraphie. On a deux services, ici, vous voyez, service A, service B. L'idée, c'est qu'on va utiliser ce fameux pattern de chorégraphie pour garder ces services indépendants l'un de l'autre. Alors, ils n'ont pas forcément, enfin, ils n'ont pas connaissance de l'autre, mais ils ont connaissance du flow, ils ont connaissance de ce qu'eux doivent faire, de leur activité en fonction du message qu'ils vont recevoir, de l'événement qu'ils vont recevoir. Donc, on a nos deux services, nos deux bandes de contexte. Le service A va envoyer un événement sur le bus EventBridge. Derrière, la question, c'est est-ce que entre EventBridge et notre service B, qui est en l'occurrence une step function, on a besoin d'une lambda fonction. Donc, je vous laisse répondre. Celui-là est assez facile normalement. Bien joué, bien joué, bien joué. Donc effectivement, on n'a pas besoin de lambda fonction. Pourquoi? Parce qu'on a une intégration directe entre EventBridge et step function. EventBridge s'intègre avec pas mal de services en termes de target. Donc, vous en avez quelques-uns en bas, effectivement lambda, mais SQS, SNS, step function, et des choses qu'on voit un peu moins souvent, mais qui sont aussi possibles. Vous pouvez lancer des tâches ECS, vous pouvez appeler une API gateway, même lancer un batch AWS, et il y en a d'autres. Il y en a une vingtaine, 21 je crois, qui sont disponibles. Donc là, voilà, EventBridge s'intègre directement avec step function, on n'a pas besoin de lambda au milieu, encore une fois. Dans ce cas-là, ça ne servirait pas à grand-chose, c'est juste du transport, ce n'est pas de la transformation. Et éventuellement, si vous avez besoin de transformer, EventBridge permet aussi de faire de la transformation. Donc juste, voilà, vous définissez que vous utilisez votre target, c'est un service AWS, step function, state machine, et puis vous définissez votre state machine. Et encore une fois, vous retrouverez des constructs tout près sur serverless LAN ou en CDK. Cinquième use case, combien de temps il me reste? C'est bien. On va parler d'orchestration. Donc on a vu la chorégraphie, on va parler un peu d'orchestration maintenant. C'est deux patterns dont vous avez certainement entendu parler et qui se marient plutôt bien. Orchestration. Alors on a beaucoup parlé de step function aujourd'hui, on va continuer. Donc j'ai un exemple, on a un workflow dans lequel on veut traiter des documents, on veut les analyser avec Textract. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Textract, c'est un outil d'OCR, si on veut, qui va extraire des informations d'un document texte type PDF ou ce genre de choses. Donc là, c'est typiquement ce qu'on veut faire, une assurance ou autre qui reçoit des documents PDF, qui va extraire des informations de ces documents PDF, et puis les traiter, faire des opérations dessus, faire du calcul, faire de l'analyse, ce genre de choses. Donc step function, là on a notre step function, on a éventuellement une lambda ou non, on va voir, vous allez répondre, qui va utiliser l'API de Textract. Textract, elle, va récupérer le PDF sur S3, faire l'analyse, vous retournez des informations issues du document, ce qui a été extrait du document, et puis derrière le workflow continue pour analyser ces données.
Donc on a cette possibilité-là. On a éventuellement aussi cette possibilité-là. Step Function permet, aujourd'hui s'intègre avec pas mal de services AWS, et notamment s'intègre avec Textract. Donc depuis Step Function, vous pouvez appeler l'API Textract, qui va faire le Analyze Document, c'est la fameuse API, qui, elle, va taper sur S3, récupérer le document et puis faire l'analyse, et vous retourner des informations. Donc la question que je vous pose, celle-là, elle est sympathique, c'est est-ce que vous avez besoin d'une lambda fonction ici? Vous vous doutez que si je pose la question, c'est qu'il y a peut-être un piège. Alors oui, effectivement, il y avait un petit piège. Le piège, c'est que on pense que Step Function s'intègre avec tous les services, et donc depuis Step Function, on appelle Analyze Document de Textract, ça va faire le job. Donc Step Function, comme je disais, s'intègre avec 200 services à peu près, et à peu près 10 000, j'ai pas les chiffres exacts, mais à peu près 10 000 API AWS, donc autant dire quasiment tous les services et toutes les API AWS. Donc il s'intègre avec Textract, il s'intègre avec le Analyze Document. Le point ici, c'est que on va utiliser Textract qui fournit des réponses qui sont très très verbeuses. Donc il faut connaître Textract, mais Textract, il vous retourne des informations sur le positionnement de chaque bloc de texte relatif aux autres blocs de texte, et tout un tas d'informations, et donc vous vous retrouvez avec un JSON assez monstrueux. Et donc vous avez besoin de parser ce JSON. Alors, Step Function s'améliore, on a les intrinsic functions maintenant qui permettent de gérer plus facilement le JSON, qui permettent de gérer plus facilement les tableaux. Mais en l'occurrence, la réponse de Textract est vraiment très très verbeuse. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui l'ont utilisé. Et donc on a besoin d'un parseur. Donc là, je vous donne le lien d'un parseur en Python, je crois, qui va permettre d'extraire la data qui vous intéresse de ce JSON, et puis derrière, donc depuis une lambda, et puis derrière, à partir des infos que vous aurez récupérées, continuez votre workflow. Donc la réponse que je mets en haut dans le titre, c'est effectivement, probablement que vous n'avez pas besoin d'une lambda quand vous utilisez Step Function pour appeler un service, mais faites attention aux services, aux différents services, aux différentes API que vous utilisez. Soyez vigilants sur la quantité de données. Pareil, dans Step Function, vous avez une limite de quantité de données, de payload entre chaque étape. Donc là, typiquement, avec un gros PDF, on aurait un JSON monstrueux qui, il y a de grandes chances, ferait une erreur dans Step Function. Donc soyez vigilants sur le service downstream que vous utilisez et sur la quantité de données que le service va pouvoir vous retourner. Si vous aviez peut-être un tout petit PDF avec juste une page, peut-être que ça pourrait faire le job. Sur des choses plus conséquentes, ça peut poser souci. Et typiquement, si vous utilisez un service Translate, par exemple, Translate, vous lui donnez une chaîne, la langue dans laquelle vous voulez traduire, il vous retourne une chaîne de caractères. Donc là, pour le coup, ça s'y prête très bien. Et il y a plein de services qui s'y prêtent très bien dans Step Function, qui s'intègrent directement. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du transport. Là, on a besoin de compute, on a besoin d'extraire de la data. Alors, un autre use case rigolo, et celui-là, s'il y en a qui trouvent, ça va être sympa. Alors, on a un peu le même exemple qu'on avait tout au début avec une API, sauf que là, c'est pas une API REST, c'est une API AppSync. Donc, on fait du GraphQL. Et cette API, elle va trigger l'exécution d'une state machine, d'un workflow encore, Step Function. Si vous ne connaissez pas AppSync, AppSync fournit ce qu'on appelle des résolvers. Donc vous avez des résolvers qui permettent de récupérer des données directement dans DynamoDB, par exemple, ou dans OpenSearch. Vous avez des résolvers qui permettent d'invoquer une lambda fonction, ce qu'on voit à l'écran. Et puis vous avez aussi des pipeline resolvers qui vous permettent de cumuler plusieurs résolvers pour si vous avez plusieurs actions à faire. Typiquement, vous récupérez de la data dans DynamoDB, vous avez une petite lambda derrière qui va la transformer, etc.
et puis retourner ça au client. En l'occurrence, ici, on a un workflow qui existe déjà, on a la reprise sur erreur, on a tous les avantages de Step Function. Et donc, on veut utiliser Step Function et on veut utiliser notre Step Machine. La question, c'est de savoir, est-ce que AppSync a besoin d'une lambda au milieu pour appeler notre workflow? Et chose que je n'ai pas mentionnée, l'exécution doit être synchrone. C'est une API côté web, par exemple, ou appli mobile, donc c'est synchrone, on a besoin de la réponse immédiatement. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'on a besoin d'une lambda fonction dans ce cas-là? Ah, c'est partagé. C'est partagé. Donc il y en a quand même pas mal qui ont mis non. Je ne sais pas si c'était du guess ou si vous savez comment faire, mais c'est intéressant. Donc effectivement, on n'a pas besoin de lambda fonction entre AppSync et Step Function. C'est un peu tricky. On n'a pas l'intégration directe comme API Gateway avec Step Function et d'autres services. Donc on ne peut pas utiliser le même mécanisme qu'API Gateway. Par contre, on a ce qu'on appelle des HTTP Resolvers. Je ne l'ai pas mentionné auparavant, c'était fait exprès, qui permettent de faire des appels HTTP. Donc on peut appeler un endpoint HTTP. Et ce qu'il faut savoir, enfin, je pense que vous le savez, mais si on retourne à la base, les services AWS, ils sont tous à la base des services HTTP. Quand vous faites un appel sur votre CLI AWS, derrière, ça va faire un appel HTTP à AWS. Donc on peut se dire, voilà, on va appeler, grâce à ces résolveurs HTTP, on va appeler l'API d'AppSync derrière. Et donc si vous allez sur ce lien que je fournis en bas, vous avez tous les endpoints de tous les services, ou presque tous, je ne sais pas, sous cette forme. Donc, pour ceux qui sont au fond, c'est HTTPS, sync state, la région et amazonaws.com. Donc on a ce petit sync state, ça c'est le endpoint pour appeler l'API de Step Function. On va regarder un peu l'implémentation parce que c'est intéressant. Donc là on utilise un HTTP resolver, on utilise cette fameuse adresse HTTP que je mentionnais, et après dans le payload, ce qu'on va lui passer, donc dans les headers, on va lui passer une target qui est en l'occurrence l'API qu'on veut utiliser, donc le start sync execution, donc pour démarrer l'exécution synchrone de notre step function. Et puis dans le body, on va lui passer la state machine qu'on veut exécuter, donc l'ARN, l'identifiant de la state machine qu'on veut exécuter, et puis l'input, donc ça c'est le contenu qu'on veut envoyer à notre state machine. Donc là en l'occurrence, on lui passe les arguments qui sont rentrés en input de notre API. Donc voilà, grâce à ce mécanisme d'API AWS qui est en dessous, plus les HTTP Resolver, on peut, via AppSync, appeler plus ou moins n'importe quel service AWS. Question sur ceux qui avaient voté non, vous saviez ça? C'était les guesses. Ok. Dernier use case, celui-là aussi est rigolo. On veut uploader des fichiers sur S3. Donc je pense que ça cause à plein de monde. On veut, depuis une page web par exemple, uploader des PDF ou des images qui sont assez grosses sur S3. Enfin sur AWS, et en l'occurrence on va choisir S3, qui s'y prête plutôt bien pour stocker des fichiers. Donc les contraintes qu'on a, c'est, on est sur notre site web, on a une API REST, on veut pousser nos fichiers sur S3, les fichiers, attention, font plus de 10 MB, ou peuvent faire plus de 10 MB. La question que je vous pose, encore une fois, c'est est-ce que on peut aller directement de l'API Gateway à S3? Alors, yes, no. Ouais, dommage. On a besoin d'une fonction lambda. Alors, pourquoi?
Donc, je disais au début que API Gateway pouvait s'intégrer avec beaucoup de services. Et notamment, il s'intègre aussi avec S3. Le souci, c'est que là, on a un payload qui est supérieur à 10 MB, et API Gateway a une limite à 10 mégabits sur les payloads, et 6 mégas pour les lambda. Donc on peut pas d'une part passer de API Gateway à S3 en direct, faire un put object directement depuis API Gateway sur S3, parce que c'est trop gros, ça passera pas. On peut pas non plus passer par une lambda au travers. Enfin, déjà, ça passera pas par l'API Gateway, mais ça passera encore moins par la lambda. Donc, on a besoin de générer ce qu'on appelle une presign URL. Une presign URL, c'est une URL qui va être signée, qui va nous permettre de faire l'upload de notre fichier sur S3 en direct. Je suis à la fin, je me dépêche. Donc, on va avoir effectivement notre API qui va appeler la lambda, qui va faire la génération de l'URL signée, qui va retourner ça au client. Et le client va utiliser cette presign URL pour faire l'upload en direct depuis le client sur S3, sans passer par API Gateway et Lambda. Mais on a besoin de cette Lambda pour construire cette URL. Pourquoi? Deux raisons. Alors, j'ai pas trouvé tous les détails sur ce truc-là, mais c'est un peu étonnant. Donc, l'API de signature, de génération des URL, elle fait pas partie du CLI S3 API. Et elle ne fait pas partie du SDK client S3. Donc ce n'est pas dans les choses communes du client S3. Mais par contre, ça fait partie de la CLI S3, donc celle où vous avez les LS, RM, enfin les commandes un peu spéciales de S3. Et ça fait partie d'un client un peu particulier aussi, qui est le S3 Request Presigner. Donc il y a son propre SDK. Et API Gateway ne permet pas d'appeler en direct ces API. Donc malheureusement, on est obligé d'avoir une lambda fonction. Je vais vous passer l'implémentation. Juste un point important, il faut que votre lambda fonction ait le droit elle-même de faire le put object, puisque derrière la signature de ce lien va permettre au client de faire le put object. Donc si la lambda elle-même n'a pas les droits, le put ne marchera pas. Donc, pour conclure, donc ce que je dis, quand vous avez une intégration native qui existe entre deux services, typiquement API Gateway qui s'intègre avec pas mal de services, EventBridge aussi, Step Function encore plus, généralement, vous pouvez passer par cette intégration native. Il y a quelques exceptions, on en a vu une ou deux, mais voilà. Privilégier les intégrations natives, ça vous permet de se passer de la lambda et ce que je disais, de se passer de code, de risque de bug et ce genre de choses. Si ça n'existe pas, regardez s'il y a une intégration avec HTTP. Donc typiquement, c'est ce qu'on a vu avec le HTTP Resolver d'AppSync, où vous pouvez faire un appel à une API, AWS ou autre. Si tout ça n'est pas disponible à ce moment-là, ou si vous avez des choses plus complexes, où vous voulez introduire du métier, vous voulez introduire de la transformation, à ce moment-là, vous utilisez une lambda. Faites attention à ce que je mentionne sur le mapping template, pour ceux qui ont déjà utilisé ça un peu dans API Gateway. C'est quelque chose qui n'est pas forcément business-proof si vous commencez à vous retrouver avec plusieurs lignes ou plusieurs dizaines de lignes de code de VTL. Ça devient très compliqué et donc je vous encourage plutôt à utiliser une lambda que vous pouvez tester avec votre propre langage de programmation sur lequel vous aurez un peu plus l'habitude. Et enfin, dernier point, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, parce que c'est vraiment s'il y a une seule chose à retenir de cette présentation, c'est n'utilisez pas Lambda pour transporter de la data. On a vu, il y a tout un tas de services qui permettent de le faire, tous les services de messaging et d'intégration. Lambda, c'est vraiment là pour faire votre code métier, pour faire du compute, pour transformer la data. Et voilà. Alors, on va regarder rapidement qui a gagné. Donc bravo Guillaume, c'est qui? Bravo Guillaume. Je vous mets le QR code de la présentation, donc vous pourrez récupérer les slides et il y aura tous les liens du coup vers toutes les implèmes des différents use cases. Merci. Je pense qu'on peut applaudir la présentation. J'ai l'impression qu'on aime bien les questions pièges chez AWS quand même. J'ai fait exprès de les choisir aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation? Salut, merci pour la présentation, c'était super cool. J'ai une petite question sur notamment le VTL.
il y a des engines différents dans AppSync et dans API Gateway, et du coup ça empêche de faire certaines intégrations directes parce qu'il y a des possibilités qu'on peut faire dans AppSync avec le VTL qu'on peut pas faire dans le VTL de API Gateway. Et est-ce que du coup il y a une roadmap ou quelque chose pour que l'implémentation elle soit pareille dans les deux? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? En fait, c'est un peu bizarre, ça empêche de faire tout ce qu'on veut, quoi. Alors effectivement, il y a une différence entre les deux. Il y a des choses un peu plus poussées sur AppSync que sur API Gateway. API Gateway existe depuis bien plus longtemps que AppSync. Du coup, j'imagine, alors voilà, je suis pas dans les petits carnets des services team et des différents services, mais voilà, j'imagine que AppSync a voulu faire quelque chose d'un peu plus puissant et pas forcément repartir de ce que API Gateway fournissait au début. Encore une fois, je suppose. Et en termes de roadmap, je ne saurais pas dire. Ça, malheureusement, les questions de roadmap, c'est toujours les choses compliquées auxquelles, enfin, même moi, j'ai pas accès. Il y a une autre question. Yes. Merci pour le talk. Moi, j'ai une question sur l'onboarding d'un développeur qui viendrait d'un monde non serverless et donc il a comme réflexe d'aller regarder le code source de l'appli pour comprendre ce qui se passe. Par exemple, si on parle d'upload de fichiers, il va s'attendre à avoir un contrôleur HTTP quelque part où on gère un upload. Quel conseil tu donnerais pour qu'un développeur comprenne ce que fait une codebase qui typiquement n'a pas des lambdas un peu partout, quoi, une codebase telle que tu as décrit? Alors, c'est une bonne question. Et en fait, le code, j'ai envie de dire, le code, c'est... je vais me faire taper dessus par Emra. Non, il n'est pas là. Le code, c'est celui de l'infra as code, en fait. C'est celui de ton infrastructure qui va te donner les informations sur... voilà, j'ai une queue qui va envoyer des messages à tel endroit. Il y a aussi... donc ça, c'est une partie, je pense, qui est importante. Donc l'infra as code qui permet de comprendre un peu l'architecture de ton application. Il y a l'observabilité dont Luc parlait aussi au tout début. Il y a des services sur AWS qui te permettent, X-Ray notamment, qui te permet de voir un schéma de ton architecture avec les différents services et justement les flux qui passent entre SQS, Lambda jusqu'à Dynamo et du coup qui te fournissent un schéma un peu live de ton architecture. Donc ça, je pense aussi, c'est des choses pas mal. Mais après, effectivement, je suis d'accord, c'est un vrai changement de paradigme. Et ça demande un peu de monter en compétence. Une autre question. Moi j'ai une question. On l'a vu, Step Function s'intègre avec beaucoup de services AWS via le SDK. On évite du coup, il permet de faire du data processing avant d'envoyer de la donnée à un autre service. Le problème aujourd'hui, c'est que on a les fonctions intrinsèques, on n'en a pas assez à mon goût. Step Function supporte en fait la spécification JSON Path. Et on a une spécification qui existe aussi, qui est JSON Path Plus, qui ajoute certains opérateurs qui, je trouve, faciliteraient grandement le data processing de Step Functions. Est-ce que tu sais si c'est prévu dans la roadmap encore? D'accord, la même question. Non, je suis d'accord avec toi sur les intrinsic functions. Ils en rajoutent, hein, ils en rajoutent assez régulièrement et à chaque fois qu'ils en rajoutent, je saute de joie. Je pense qu'ils vont en rajouter encore. Sur la partie roadmap et sur la partie dont tu parlais, j'ai pas d'infos particulières. À qui il faut demander ça? Malheureusement, j'ai pas ce genre d'infos. Okay. Mais ouais, l'idée c'est de le compléter encore pour qu'il soit en mesure de faire encore plus de choses et qu'on ait moins besoin d'écrire de code. Enfin, de code, voilà, entre guillemets, pas le même code. Merci beaucoup. Merci à vous. On va avoir un petit coffee break encore. Et donc, du coup, je vous demande de nous rejoindre à 15h30. À tout à l'heure.